Salut à toutes, salut à tous. C'est la dernière étape de Tirreno Adriatico. Une étape qui ne devrait pas avoir d'incidence sur le classement général puisque c'est les sprinteurs qui sont attendus à l'arrivée à San Benedetto del Tronto. C'est un petit peu la ville habituelle d'arrivée du côté de la mer Adriatique. On est parti de la mer Tyrrhénienne. On arrive à la mer Adriatique. C'est pour ça que ça s'appelle Tirreno Adriatico. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Voici un petit cours de géographie pour vous. Aujourd'hui, l'étape, c'est 147 km. C'est tout plat, on va dire, pendant 40 km. Puis il y a ensuite une ascension, le Ripatransone. C'est 8 km à 5% de moyenne. C'est donc une belle ascension. Mais elle est loin de l'arrivée. Elle est loin de l'arrivée puisqu'ensuite, il restera encore à peu près 90 km de plat. Enfin, la descente et ensuite le plat jusqu'à l'arrivée. Donc largement le temps pour le peloton de se regrouper. Pour ceux qui auraient été lâchés dans cette ascension, les favoris, c'est les sprinteurs. Ceux qui restent, et ils sont nombreux à encore rester, hein. Il y a bien sûr Jonathan Milan, le vainqueur de la deuxième étape, mais il y a aussi Olaf Koy, qui lui aussi a eu son étape. Et puis il y a ceux qui n'ont pas gagné, comme Dylan Groenewegen, comme Sam Bennett, comme Paul Penhoet, comme Jack Stewart, comme Paul Magnier, évidemment, comme Casper Van Hunden, ou encore Giovanni Lonardi, qu'on a vu plusieurs fois dans les sprints, le coureur de la Pole Visit Malta, ou Filippo Fiorelli, pour la groupe Bardiani, qui a aussi fait des top 10. Voilà, les sprinteurs, et puis aussi Soren Verenskold pour la Uno X. Voilà, les favoris du jour. Intéressant aussi quand même pour le classement général. Alors pour Juan Ayuso, ça va, il a une belle marge sur son premier poursuivant, qui est Antonio Tiberi. Par contre, il y a un petit duel quand même entre Tiberi et Ganna. Il reste une seconde. Donc voilà, Filippo Ganna, on sait que c'est quand même un bon sprinter. Donc si jamais il termine dans le top 3, il pourrait doubler Antonio Tiberi et prendre la deuxième place. De même pour le duel entre Jay Hindley et Tom Pidcock pour la cinquième place, puisqu'il n'y a que 3 secondes entre les deux hommes. Et puis même pour Derek J, 4e, il est à 4 secondes de Filippo Ganna, à seulement 5 secondes d'Antonio Tiberi. Donc voilà, des petites cassures, un bon résultat. Il y a aussi un sprint intermédiaire avec 3, 2 et 1 seconde. S'il n'y a pas d'échappée qui passe en premier, il pourrait y avoir un intérêt pour ces coureurs d'aller prendre les petites secondes qui restent et pour gagner quelques places au classement général. Il n'y aura pas de souci donc par contre pour Ayuso sur cette 7e dernière étape de Tirreno Adriatico. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Je me demande s'il y a des coureurs qui vont vouloir prendre l'échappée aujourd'hui puisque le classement de la montagne il est fixé. Ça sera Manuele Tarozzi, le vainqueur, quoi qu'il se passe aujourd'hui, à moins qu'il abandonne, évidemment, qu'il chute et l'abandonne. Bon, on ne lui cède pas. Il y a vraiment, à part cette ascension, c'est vraiment plat le final. Donc c'est le long de la côte. Il y a un circuit là dans la ville de San Benedetto, le long de la plage. Il faudra être motivé pour pouvoir aller devant aujourd'hui. C'est parti pour le kilomètre 0. Et pas d'attaque immédiate en tout cas. Allez, il aura fallu attendre une dizaine de kilomètres. Mais on a la première véritable attaque avec 5 coureurs là, qui sont partis. Et parmi lesquels on retrouve notamment Mathieu Van Der Poel là, qui a suivi cette attaque, où on retrouve également le maillot vert Tarozzi. Alors il y va essentiellement pour faire honneur à son maillot, puisqu'il n'a pas besoin d'aller prendre les quelques points qui restent. Il y a Kevin Vauquelin qui est aussi là, dans cette attaque, qui a pris un petit peu d'avance là sur le peloton. On y retrouve encore Lucas Hamilton de la Ineos. Puis on a également Björn Koert. C'est pas le plus connu des 5, le coureur de la Team Picnic Post-NL, qui est également là dans cette échappée, qui a pris une vingtaine de secondes d'avance là. C'est pas encore fait évidemment, le peloton qui s'y réfléchit quand il y a Van Der Poel. On a Vauquelin en plus qui est le coureur le mieux classé de cette échappée au classement général. Il est 12e à 1,52 Kevin Vauquelin, donc forcément faut pas lui laisser non plus trop de champ. On les a laissés partir ces 5 hommes là, Van Der Poel, Tarozzi, Koert, Hamilton et Vauquelin. Ils ont 1 minute 30 d'avance à 108 km de l'arrivée. Derrière, c'est évidemment la Team Ineos qui roule pour pas laisser beaucoup plus que ça, à mon avis. Ils vont pas laisser 4 minutes à Kevin Vauquelin, qui est pas très loin au classement général, même si on est évidemment loin de l'arrivée. Ça serait quand même un risque un peu dangereux, avec en plus Van Der Poel qui peut évidemment bien rouler et l'aider dans cette échappée. Van Der Poel, il est à l'avant, je pense, essentiellement pour se tester, pour se chauffer. Son objectif, c'est dans une semaine, c'est Milan-San Remo. Et quoi de mieux que de s'entraîner, que d'être à l'avant. C'est l'échappée du jour en tout cas, celle qui va tenter de résister au peloton le plus longtemps possible. 100 km de l'arrivée et les Neos, ils n'ont pas du tout envie d'aller que cette échappée parte en fait au final. Ils sont en train de revenir. Il n'y a plus que 30 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête.
Ils roulent à fond Ineos, alors que pourtant, ils ont un homme devant, puisqu'ils ont Lucas Hamilton, qui est Ineos, qui est devant. Mais derrière, on veut les rattraper. Je pense que Lucas Hamilton, devant, il ne doit pas passer beaucoup de relais, parce que vu à quel point se donnent les équipiers d'Ineos pour revenir, c'est assez fort. Et je me demande s'il ne roule pas, surtout encore plus que pour l'étape, pour Vauclin. Je pense qu'ils veulent arriver avant le sprint intermédiaire. Pourtant, il est dans longtemps le sprint intermédiaire, mais pour donner une chance à Filippo Ganna d'aller chercher la petite seconde qui lui manque pour prendre la deuxième place à Antonio Tiberi. C'est en tout cas la seule explication qui pourrait justifier un tel rythme. Et d'ailleurs, là, on est juste au pied de la montée de la Ripa Transone, mais il y avait une petite montée juste avant. Celle-ci, la principale, et on a vu Dylan Groenewegen lâcher. On a vu quelques autres coureurs comme Sian Wichtebroeks, comme Benjamin Thomas, comme Rui Oliveira qui lâche. Pour Dylan Groenewegen, c'est-à-dire que c'est même pas encore la vraie ascension, il est déjà lâché. Il a un équipier de la Jayco Alula avec lui, mais ça va être dur pour lui de revenir et de participer au sprint s'il est lâché si tôt, alors que les 5 hommes de tête, eux, sont, ça y est, au pied de la Ripa Transone de ses 8,8 km à 4,1% de moyenne, avec des passages à plus de 12%. Donc, ouais. Il y a peut-être encore d'autres sprinteurs qui vont lâcher, là, vu le rythme d'Ineos. Mathieu Van Der Poel qui mène le groupe. Lucas Hamilton, lui, est tranquillement derrière sans passer de relais. On va en profiter qu'il soit encore en vie, cette échappée, pour faire un petit focus sur l'un d'eux. Alors, écoutez, on va faire celui qu'on ne connaît pas. Enfin, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez mieux que moi, je ne sais pas, mais qui est Björn Koert? C'est un Britannique. Vu son nom, j'aurais pu penser que c'était un Hollandais, Björn Kurt. Mais c'est un Britannique, il a tout juste 20 ans. Et c'est sa première saison complète, on va dire, en tant que professionnel. Il avait signé à la team DSM Firmenich l'an passé au mois d'août. Et donc, il avait juste fait les 2 derniers mois de la saison comme tant que professionnel. Cette année, c'est sa première saison pro. Il ne compte aucune victoire, aucun grand tour, aucun monument. Forcément, il débute tout juste. Mais c'est intéressant de voir ce coureur. Pour l'instant, on ne l'a pas vu faire grand-chose d'exceptionnel dans sa carrière. Ses premières courses professionnelles, c'était l'Arctic Race of Norway. Une course dans le Nord où il avait terminé loin au classement général. Je cherche un sommet résultat, une 16e place sur le Tour d'Allemagne lors d'une étape. Cette année, il avait participé au Santos au Tour Down Under. Il était là en Australie. Il avait fait 22e d'une étape. C'était son meilleur classement. Il avait fini loin au classement général, 44e. C'était sa première course World Tour, ce Tour Down Under. Ensuite, il a été encore là sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, puis sur l'Estrade Bianche. Donc, il découvre le World Tour. Il fait pas mal de courses et il finit à chaque fois loin. Tout comme là sur Tirreno Adriatico, on l'a pas vu, on l'a vu qu'une seule fois dans le top 100. Il a fait 98e. Donc, autant vous dire qu'il n'a pas joué les premiers rôles, mais voilà. Au moins aujourd'hui, il est devant et on aura appris un petit peu son existence à Björn Koert. Ça s'écrit Koerdt, le coureur de la team Picnic Post-NL qui est à l'avant aux côtés de grands noms, de Mathieu Van Der Poel évidemment, mais Kevin Vauclin, Lucas Hamilton, c'est pas n'importe qui. Et puis Manuel Tarozzi, c'est l'exemple à suivre peut-être pour Björn Koert, un coureur qui, pas très connu, mais qui va finir ce Tirreno Adriatico avec un maillot distinctif sur les épaules pour l'équipe italienne. C'est vraiment une formidable victoire. Plus que 19 secondes d'avance pour ces 5 hommes. Leur temps est compté, à mon avis, ils n'arriveront pas au sommet. Seuls, ils vont être repris avant. Alors là, il y a une scène assez marrante là, entre Filippo Ganna et Jonathan Milan. Ils sont un petit peu en train de s'engueuler. Je pense que Milan, il leur dit « Mais pourquoi vous allez si vite? Vous êtes des malades ?» Et Ganna de lui expliquer nous, on veut rattraper l'échappée pour faire le sprint intermédiaire. Je sais pas, mais ils se sont un petit peu expliqués. Ouais, Milan, il espérait une étape beaucoup plus tranquille. Je pense que tout le monde, d'ailleurs, espérait une étape plus tranquille. On a Casper Van Hunden, là, de la team Picnic Post-NL. C'est leur sprinter qui est aussi en train d'être lâché. En général, la dernière étape d'une grand tour qui finit au sprint, c'est plus une procession qu'autre chose. Et là, pas du tout. Pas du tout. Ça va très, très vite dans cette ascension. Et tiens, Mathieu Van Der Poel qui met une petite attaque. Même si le peloton est vraiment juste derrière désormais. C'est juste pour se chauffer les jambes encore un peu plus. Ça finit pour Björn Koert qui lâche prise avec Lucas Hamilton, avec Kevin Vauclin. Il n'y a plus que Tarozzi qui tente de suivre. Alors il est 10 mètres derrière Van Der Poel, mais voilà. Pour l'honneur de son maillot, il n'aura jamais lâché Tarozzi. Incroyable, il le mérite vraiment son maillot vert.
Bravo à lui. On est à 6 km du sommet. Le peloton est juste derrière, mais il lâche pas. Il veut suivre Van Der Poel le plus longtemps possible. Van Der Poel seul en tête. Tarodi va bientôt être repris et Van Der Poel, il va tenter au moins de faire cette ascension au plus grand rythme possible. Allez, Rido Van Der Poel aussi, qui est repris à 92 km de l'arrivée. On n'est pas encore au sommet. Et l'Ineos qui a fait le boulot pour revenir. Alors c'est vrai que c'est quand même étonnant parce que, au fond, j'ai même presque l'impression, il m'a fallu un petit moment pour réfléchir que Ghana n'est pas le leader. Hein. C'est Juan Ayuso, c'est la team Emirates le leader. C'est eux qui auraient pu s'inquiéter de la présence de Kevin Vauquelin à l'avant. Mais pas du tout. C'est Ineos qui s'est mis à rouler le plus fort possible et continue aussi pour éliminer des sprinteurs. Hein. On a vu Groenewegen lâcher, on a vu Van Unden lâcher, on a vu Olaf Koy en grande difficulté à l'arrière. Milan, ça va mieux. Mais voilà, ils se disent aussi qu'avec le moins de sprinteurs possible dans le groupe, ça sera plus facile pour Ghana pour aller chercher les secondes qu'il lui faut au sprint intermédiaire si jamais les autres sprinteurs voulaient le faire. Il est possible qu'on voie Jonathan Milan notamment faire le sprint et Thomas Pidcock pour aller chercher à la fois des secondes et à la fois des points pour le maillot Chiclamino, le maillot de meilleur sprinter, puisque pour l'instant c'est Pidcock qui est leader de ce classement avec 2 points d'avance sur Milan. Donc là aussi il y a un enjeu. Il va être disputé à mon avis ce sprint intermédiaire. Par contre d'ici là, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose si ce n'est ce train-là mis par l'Ineos. On est à 1,5 km du sommet. Personne ne se soucie des points au sommet de cette dernière ascension de Tirreno Adriatico. Ce sont les équipiers de Ineos ainsi que ceux d'Emirates qui étaient un petit peu montés devant qui vont prendre les points sans conséquence sur le classement. Tarozzi, s'il finit évidemment, cette dernière étape sera maillot vert du meilleur grimpeur. Derrière, on a vu Olaf Koy lâcher, mais il est amené tranquillement par Attila Welter il était vraiment juste à une cinquantaine, 100 mètres derrière. Il va réussir à rentrer dans la descente, Welter. C'est moins sûr pour Casper Van Unden et pour Dylan Groenewegen qui sont beaucoup plus loin. Alors qu'on apprend l'abandon de Can Wish de Brooks, le jeune Belge, qui a du mal à faire briller un petit peu tous les espoirs qu'on portait en lui. On parlait d'un futur phénomène, mais il a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a jamais pesé sur la course cette semaine et là, il finit même par abandonner. Il était un des premiers lâchés avec Groenewegen. C'est compliqué pour le coureur de la Visma Lease Bike qui a des problèmes des problèmes de santé dans les jambes, il me semble. Hein. Quelque chose qui ne va pas dans son corps et du coup, il souffre, il galère et il n'est pas au niveau qu'on espère. C'est fait pour Olaf Koy qui vient de retrouver sa place dans le peloton. Bien amené par 2 de ses équipiers. Derrière, on a vu un groupe avec Paul Magnier et 2 coureurs de la Soudal Quick-Step qui tentaient de le ramener. Lui aussi, il a été lâché dans l'ascension. Il est pas très loin, il est derrière les voitures. Hein, ça devrait... il est par terre. Oh, il est tombé. Ah bah voilà, ils donnaient tout ce qu'ils avaient justement pour revenir sur le peloton. Et là, c'est Paul Magnier qui vient de tomber. Alors, on l'a pas vu la chute, on l'a juste vu allongé sur la chaussée. Il est déjà debout. Ça a l'air d'aller. Il est reparti direct. Mais il est tombé à l'instant là. Ah, il est le premier écart. En plus, il est à 56 secondes du peloton. Ah, il était au milieu des voitures. Un virage sur la gauche. Il a 2 équipiers devant lui. Il le prend trop large. Et du coup, il glisse et il tombe. Ah là 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 là. Alors qu'ils étaient déjà en plein effort pour tenter de revenir sur le peloton. Là, il chute dans cette descente. Il faut qu'il retrouve ses équipiers puis qu'il revienne dans le peloton. Ça va être compliqué. Hein. C'est très compliqué pour Paul Magnier. Même si on est encore loin de l'arrivée. On est à 78 km. Il y a le temps quand même pour rentrer. Mais il a l'air de ne pas avoir trop de séquelles de la chute quand même. Paul Magnier et ses équipiers qui ont trouvé du soutien avec la Jayco Alula de Dylan Groenewegen qui est revenu sur eux. On a aussi Casper Van Unden. On a pas mal de coureurs là. Un groupe, tous ceux qui ont été lâchés en gros. Une vingtaine de coureurs qui vont revenir sur le peloton. On a le duo, la Paul Pénoët aussi et Clément Russo de la Groupama. On a Benjamin Thomas qui avait été aussi lui un des premiers lâchés. Donc ça va revenir sur le peloton qui va être de nouveau groupé à 66 km de l'arrivée. Je crois qu'il y a à moi peut-être encore 1 ou 2 attardés, mais a priori tous les sprinteurs, tous les favoris du jour sont là désormais. Peloton complet à 50 km de l'arrivée. Hein. Personne devant, personne derrière. Ça va être un sprint massif comme on s'en doutait. Alors avant de faire le sprint intermédiaire quand même, qui sera intéressant à suivre, faisons un petit favori du jour. On peut parler d'un des coureurs les plus expérimentés de ce peloton. C'est le coureur de la Decathlon AG2R, la mondiale, Sam Bennett, l'Irlandais. Du haut de ses 34 ans, il compte 69 victoires dans sa carrière. Évidemment, beaucoup de belles. Hein. Il en compte 3 sur le Giro,
tous lors de l'année 2018. Il en compte 2 sur le Tour de France. Ça, c'était lors de l'année 2020. Et puis 5 sur la Vuelta en 2019, en 2020, en 2022. Donc voilà, il a gagné sur les 3 grands tours. Il a été également le maillot vert du Tour de France en 2020. Ça, c'est aussi une belle réussite pour un sprinter. C'est le plus beau maillot possible. Du côté des classiques, il a remporté Eschborn-Francfort, une classique World Tour en 2022. Et puis ensuite, plein d'autres étapes. Évidemment, sur le Tour UAE, il compte 3 victoires. Sur le Big Bang Tour, il compte aussi 3 victoires. Il compte 5 victoires sur Paris-Nice. Bref, voilà, un palmarès impressionnant pour Sam Bennett, avec ses 9 victoires d'étape sur des grands tours. Il a remporté donc le maillot vert sur le Tour de France, mais jamais sur le Giro ou sur la Vuelta. Il a fait 2e au classement du meilleur sprinter sur le Giro et 3e sur la Vuelta. Il n'a pas donc le grand chelem des maillots. Ça, c'est aussi un autre Graal pour les sprinters. Du côté des monuments, c'est surtout sur Milan-San Remo qu'on l'a vu à 7 reprises. Il a aussi fait 2 fois Paris-Roubaix, 1 fois le Tour des Flandres. On ne l'a jamais vu, et c'est logique, sur les courses plus vallonnées que sont Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Mais non, il n'a jamais réussi, jamais performé. Même Milan-San Remo, c'est trop pentu. Il n'a fait que 28e au mieux, donc il n'a jamais vraiment été là dans le final pour peser sur ce sprint quand il y en avait un. C'est pas son terrain. C'est pas son terrain. Pour le coureur de la Decathlon AG2R, il y est depuis 2 ans. C'est sa 2e saison. Lui qui avait plutôt débuté du côté de la Bora, l'équipe allemande, mais qu'il avait ensuite quitté en 2020 pour rejoindre la Deceuninck Quick-Step, où il était resté 2 saisons avant de retourner à la Bora pour 2 ans, puis de rejoindre la Decathlon. Il avait commencé sa carrière en continental. Il a connu les petites équipes. Il avait même joué en 2010 à la Française des Jeux. Ça remonte alors qu'il était tout jeune. Il est ensuite passé par des petites équipes, notamment l'AN Post Sean Kelly, l'équipe belge qui, je ne sais pas si elle existe encore celle-ci, avant de rejoindre la Bora Argon 18, qui ensuite est devenue la Bora Hansgrohe et compagnie. Et puis cette saison, il va pas mal, Sam Bennett, c'est pour ça que j'en parle aussi, parce qu'il compte déjà 2 victoires. C'était sur le Tour de la Provence, il a remporté les 2 sprints lors de la première et de la 3e étape. Donc, alors certes, c'était pas forcément un plateau aussi relevé qu'aujourd'hui, mais quand même, ça veut dire qu'il en a encore dans les jambes à 34 ans. Et aujourd'hui, il va tenter. D'ailleurs, on ne l'a pas vu. Il ne me semble pas il a été lâché dans l'ascension, à l'inverse de Groenewegen, de Magnier, de Koy ou de Casper Van Hunden. Donc, ça doit vouloir dire qu'il est plutôt en jambes. L'Irlandais Sam Bennett. Allez, on arrive vers ce sprint. On est à 2 km. Et c'est la Ineos qui mène encore une fois grand train pour Filippo Ganna. Mais on voit des coureurs de la Bahreïn. Je pense qu'Andrea Pasqualone et Robert Stannard vont tenter de faire le sprint, essentiellement pour empêcher de Ganna de terminer dans les 3 premiers, parce que c'est pas Tiberi qui va pouvoir faire le sprint. Mais par contre, Stannard et Pasqualone, eux, ils pourraient battre Ganna. Et on voit aussi la Lidl Trek de Jonathan Milan qui est là. Donc il va aussi la faire, à mon avis, Jonathan Milan. On voit aussi la Red Bull Hansgrohe bien placée. Mais on ne voit pas de Q36.5 de Tom Pidcock. Tom Pidcock, il sait qu'il lui faut 3 secondes et que c'est peut-être trop dur, surtout si Milan y va. Donc on ne devrait peut-être pas voir Pidcock et Hindley là s'affronter. Par contre, Ineos, Lidl Trek et Bahreïn, oui, là c'est un sprint. Même il se pousse là, ça joue des coudes, c'est presque comme une arrivée. C'est un sprint intermédiaire vraiment disputé là. Il y a une 2e place du classement général en jeu et il y a aussi un maillot. Un maillot de meilleur sprinter en jeu. Donc, et là, c'est la Bahreïn qui a réussi à prendre... ça se joue des coudes là. On a désormais 2 Bahreïn aux premières places. Et puis ensuite, le 3e qui se joue avec... ils se poussent vraiment. Ils se font pas de cadeaux là. En plus, c'est une toute petite route là. Allez, le coureur de la Bahreïn Victorious qui attend un petit peu derrière que ça revienne. C'est Milan qui revient avec Ganna dans sa roue. Derrière, 2 coureurs de la Bahreïn. Qui est-ce qui va le mieux s'en sortir dans ce sprint? Pour l'instant, c'est Milan qui mène. Il a Ganna parfaitement placé dans sa roue. Et derrière, les coureurs de la Bahreïn Victorious, qui sont 3 et 4, ils se sont fait un petit peu avoir. Et c'est parti, c'est un coureur de la Bahreïn qui finalement lance en premier. C'est Pasqualone qui lance, mais Milan qui est en train de le dépasser. Encore Ganna qui est encore plus fort. C'est Ganna qui est en train de même passer devant Milan. Il a tout donné, Filippo Ganna, et il va s'imposer sur ce sprint devant Jonathan Milan a priori. Et oui, ça alors. Et les coureurs de la Bahreïn qui font 3, 4, 5, les coureurs de la Bahreïn derrière. Mais c'est bien Filippo Ganna qui prend 3 secondes et qui prend la 2e place à Antonio Tiberi. Et voilà, tout le travail qu'ils auront fait intense toute la journée pour ces toutes petites secondes, ça aura payé.
Et Ganna, il a battu Jonathan Milan. Alors, il a peut-être pas tout donné, Jonathan Milan, mais c'est quand même incroyable. Ganna, il est capable de tout. C'est pas possible. C'est devenu un coureur tellement complet. C'est devenu un Wout van Aert. Filippo Ganna, incroyable sur les chronos, très bon dans les sprints et désormais aussi bon en montagne. Ouais. C'est devenu un Wout van Aert, Filippo Ganna. Il s'impose facilement, même là, devant Milan. Ouais, bon, Milan, il se rassoit. Il va juste prendre la deuxième place. Ça lui suffit pour prendre le maillot vert, assurément. Le maillot vert, le maillot de meilleur sprinter qui est violet à Tom Pidcock. C'est la deuxième place pour Jonathan Milan. Et c'est Antonio Tiberi qui est venu faire troisième et prendre une seconde, mais ça suffit pas. Ça suffit pas cette seconde. Il va terminer une seconde derrière Ganna au classement. Incroyable. 4 km de l'arrivée, il ne s'est plus rien passé après ce sprint intermédiaire. C'est parti pour le sprint final qui va s'imposer. On voit un beau train pour la Groupama FDJ de Paul Penhoët, un bon train aussi pour la Jacko Alula de Groenewegen, un très bon train aussi pour la Uno X de Verenskold. C'est vrai, c'est l'Uno X qui a le plus beau train. Là, ils sont 5. La Lidl Trek est un petit peu plus en retrait. Il y a la Tudor aussi qui est bien présent aux avant-postes, probablement pour Michael Zilliard. Le peloton qui est scindé en deux. Il y a une partie à droite, une partie à gauche. Allez, ça se regroupe là avec coureur de Uno X qui revient. C'est l'Uno X et la Tudor qui sont pour l'instant en tête de ce peloton. 3 km de l'arrivée. 3 coureurs de la Jumbo-Visma aussi, plutôt bien placés. Oh, attention, ça se donne des coups là. Il y en a qui passent du coup par le trottoir, mais ça va, c'est passé. Allez, les trains qui se sont un petit peu mélangés. Là, on a un coureur de la Visma Lease Bike devant un coureur de la Soudal Quick Step, devant un coureur de la Jacko Alula. Ça, c'est un petit peu compliqué là. Faut se retrouver entre coéquipiers. Allez, 2 coureurs de la Bardiani qui sont aussi en train de remonter. Oh là là, il y a Jonathan Milan qui vient de mettre un énorme coup d'épaule pour passer là, il me semble. À Lonardi de la Bardiani. On a Groenewegen parfaitement placé là, en 4-5e position. Il a 3 équipiers devant lui. C'est le mieux placé, Groenewegen pour l'instant. 1 km 500. C'est parfait pour le Hollandais. Derrière, c'est Filippo Ganna qui est en train de mener. Filippo Ganna, il est en train de mener des coureurs de la Lidl Trek. Je me demande s'ils ne sont pas mis d'accord. Milan, en fait, Milan et Ganna, je pense qu'ils sont amis. Milan, il a amené Ganna au sprint intermédiaire. Et là, c'est Ganna qui, littéralement, amène les coureurs de la Lidl Trek et amène Milan. Bon, ils sont pas de la même équipe, mais... Enfin, ils sont pas le même maillot, mais on a l'impression qu'ils sont dans la même équipe. C'est incroyable. Là, c'est vraiment Ganna qui mène la Lidl Trek et Milan, comme Milan a amené Ganna au sprint intermédiaire pour lui permettre de prendre les secondes. Échange de bons procédés entre ses adversaires. Allez, c'est vrai qu'ils n'ont pas de sprinter Ineos, donc je suppose qu'il peut se le permettre, mais bon. Improbable. Et ça y est, Ganna qui a fini son travail. Et du coup, Milan qui est en 2e position désormais. Tous les autres sont un petit peu derrière lui et tentent de prendre sa roue. C'est Zilliard qui est dans sa roue. Derrière, on a Verenskold, Olaf Koy, Casper Van Ouden, Groenewegen. Groenewegen, il y a un équipier qui vient de dire vas-y, suis-moi. Il n'a pas voulu y aller. C'est vrai que ça allait un petit peu lentement alors qu'on est déjà dans les 500 derniers mètres là. Allez, la Groupama FDJ qui jaillit de nulle part pour amener Paul Penhoët. C'est Verenskold qui pour l'instant est dans la roue de Milan avec Olaf Koy. Des coureurs de la Decathlon aussi qui reviennent maintenant au bon moment, aux 250 mètres. Oh là, il y a une chute derrière. Oh là, c'est tombé derrière. Mais pour l'instant, c'est Jonathan Milan qui est en train de s'imposer derrière. Il y a le coureur de la Decathlon, Sam Bennett sur la ligne. Ouh, c'est entre Sam Bennett et Jonathan Milan. Mais une énorme chute là à 100 mètres de l'arrivée dans le peloton. A priori, c'est Milan. Il serre la main de Sam Bennett. Il a attendu le dernier moment vraiment pour lancer. Qui on a? Ah, c'est Paul Magnier qui est tombé. C'est Paul Magnier qui est tombé. Encore une fois, deuxième chute. Deuxième chute du jour. Il y a aussi... alors, on revoit la photo finish. Ouais, c'est Jonathan Milan qui gagne d'une roue. Et on avance sur Sam Bennett. Tiens, voilà, j'avais fait mon petit outsider. Et ben, il va faire deuxième. Le vétéran irlandais, là, c'est une belle deuxième place, même s'il aurait certainement préféré gagner. Mais étonnant d'avoir vu Ganna mener les coureurs de la Lidl Trek. Là, c'est pas possible autrement qu'il n'y ait pas eu un accord entre eux. Eux qui s'engueulaient un petit peu dans la montée, justement, Milan qui disait à Ganna mais pourquoi vous montez si vite? Et ben, ils ont dû s'expliquer et ils se sont mis d'accord là pour s'entraider. Et ça a marché pour l'un et pour l'autre. Allez, on revoit le ralenti. Avec en plus, il n'avait pas Consoni, Jonathan Milan aujourd'hui. C'est en fait un coureur de l'Israël Premier Tech. C'est Jack Stewart qui lance le premier. Il a Paul Penhoët dans sa roue et derrière Sam Bennett qui le déborde. Et il n'arrive pas, il revient sur Milan petit à petit, mais Milan qui finit plus fort. Il y a Olaf Koy qui jaillit pour prendre la 3e place. Oh, alors que derrière, on voit la chute qui a complètement gêné, par exemple, Dylan Groenewegen. Il n'est pas tombé, mais il n'a pas pu sprinter. Oh, il y a un coureur de la Picnic qui fait un soleil. Un coureur de la Visite Polti Malta sur le sol aussi. Ils sont au moins 5 ou 6 7 tombés.
Mais ça n'a pas gêné Milan, c'était autour de la 15e position. Et la deuxième victoire pour l'Italien, qui s'impose de nouveau sur Tirreno Adriatico. Allez, faisons donc le top 10 de cette étape, avec donc la victoire de Jonathan Milan, 21e victoire de sa carrière pour le coureur de 24 ans, qui est vraiment en pleine bourre. Il devient vraiment là, le sprinter un petit peu numéro 1 du peloton, au même titre un petit peu que, on va dire, que Jasper Philipsen. Il devance donc Sam Bennett, Olaf Koy. Derrière, c'est Jack Stewart pour Israel Premier Tech qui vient prendre la 4e place. La belle 5e place pour Paul Penouet de la Groupama FDJ. Giovanni Lonardi pour la Team Polti Visit Malta qui fait 6e. Michael Zilliard pour la Tudor Pro qui fait 7e. La 8e place pour Nathanael Tefstation de la Movistar qui fait un joli top 8. Casper Van Hunden pour la Picnic Post-NL 9e. Clément Venturini pour Arkea BNB Hotel 10e. On voit que Brian Cocard, qu'on n'a pas vu. On ne l'a pas vu cette semaine, Brian Cocard. Là, il vient prendre la 11e place, très discret, sur ce Tirreno Adriatico, alors qu'il y avait pas mal d'étapes qu'on aurait pu penser pour lui. Groenewegen qui ne fait que 13e devant Soren Verenskold. Parmi les coureurs qui sont tombés, on a Mirko Maestri de la Team Polti Visit Malta. On a Gislem Reise de la Picnic Post-NL. Je pense que c'est lui qui a fait ce soleil. Joseph Cerny de la Soudal Quick-Step. Jasper Stuyven qui est aussi tombé, avec Casper Pedersen, Pepin Renderik et Paul Magnier pour la Soudal Quick-Step qui aussi sont tous tombés. Ils ont donc fini dans le même temps que les vainqueurs du jour, mais bien qu'ils soient arrivés plus tard. D'ailleurs, Paul Magnier est arrivé bien après tout le monde. Enfin, il était à 100 mètres de la ligne, mais voilà, le temps qu'il aille mieux, mais il a réussi à finir. Le dernier du jour qui n'était pas pris dans la chute, c'est Tom Scoins de la Lidl Trek qui finit à 2 minutes 42. Et puis il y a eu quelques abandons aujourd'hui. J'ai parlé de celui de Sian Wist-Brooks. Mais il y en a eu d'autres au fil de l'étape. Il y a eu Salvatore Puccio, celui dont on a parlé il y a quelques jours pour Ineos Grenadier. Il y a eu Nicolas Zukowski pour la Q36.5. 2 coureurs de la Team Emirates n'ont pas fini. Rui Oliveira et Domen Novak, ils ont travaillé toute la semaine dans le peloton. Ils en avaient plein les pattes. Et puis l'échappé, celui dont on a parlé aujourd'hui, Björn Kurt, être devant avec Mathieu Van Der Poel, ça l'a un petit peu rincé, j'ai l'impression. Et du coup, il a pas pu finir l'étape. Il abandonne lui aussi juste avant de finir. C'est dommage. Au classement général, voilà, la victoire pour Juan Ayuso qui remporte donc son 2e course par étape World Tour après le Tour du Pays Basque l'an passé. Il devance finalement Filippo Ganna, incroyable Filippo Ganna, qui vient prendre la 2e place pour une petite seconde à Antonio Tiberi qui finit 3e. Derrière, le top 10 n'a pas changé avec Dereggi, 4e devant Jay Hindley, Thomas Pidcock, Mikel Landa, David de la Cruz, Peyo Bilbao et Mattia Cataneo. Le premier français, Kevin Vauquelin, est donc 12e. Parmi les coureurs que l'on attendait et dont on espérait mieux, on peut citer Giulio Ciccone, seulement 13e. Simon Yates, 14e. Son frère Adam, 16e. Richard Carapaz, seulement 18e à 2 minutes 26. Ça, c'est quand même étonnant. Et que dire de Nairo Quintana, 32e, à plus de 4 minutes du vainqueur Juan Ayuso. Et puis, qui est celui qui a réussi à finir mais qui a galéré? C'est Soren Verenskold qui finit 138e et dernier. Il termine à 1h, 15 minutes et 29 secondes de Juan Ayuso. Mais voilà, le sprinter norvégien a fini son Tirreno Adriatico. Classement par points, Jonathan Milan, évidemment, avec cette 2e victoire. Il s'assure le maillot de Ciclamino, le maillot violet. Il devance au final Thomas Pidcock et Olaf Koy. Classement de la montagne. La victoire de Manuele Tarozzi, le coureur de la VF Groupe Bardiani Faisane, qui s'impose facilement. Il a parfaitement géré son affaire malgré ses difficultés lors de la 2e étape, où il avait fait une échappée solitaire pour rien. Il devance Juan Ayuso et Thomas Pidcock dans ce classement. Et puis au classement du meilleur jeune, Juan Ayuso, évidemment leader du classement général, s'impose devant Antonio Tiberi. Kevin Vauquelin va prendre la 3e place de ce classement. Le classement par équipe, celui dont on parle qu'à la fin, parce que l'intérêt, je trouvais quand même assez limité. Mais quand même, c'est important de le dire, c'est la Team Emirates XRG qui termine meilleure équipe. Ils ont des coureurs, avec Juan Ayuso le vainqueur. Ces 2 autres coureurs les mieux placés sont Adam Yates, 16e, et Isaac Del Toro, 19e. 3 coureurs donc dans le top 20 pour la Team Emirates XRG qui devance la Soudal Quick-Step et l'XDX Astana. La première équipe française, la Groupama FDJ, est seulement 7e de ce classement. Et bien voilà, c'était Tirreno Adriatico, la 60e édition de cette course italienne remportée
par un Espagnol, Juan Ayuso. Le prochain rendez-vous pour 100% cyclisme, c'est encore en Italie. Et c'est vraiment un rendez-vous très attendu. C'est Milan-San Remo avec le duel. Enfin, le premier de la saison entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Mais il y aura quelques outsiders, notamment Mats Pedersen, voire Filippo Ganna ou Jonathan Milan, que l'on a vu très en forme. Donc voilà, il y aura du suspense, ça sera beau. Ça sera très bientôt sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.